Si vous êtes kiné ou préparateur physique et que vous cherchez des équipements robustes et fiables, je vous invite à aller voir les marques Laroc et Genentech Med qui fabriquent des appareils dédiés à la musculation et à la rééducation 100% made in France. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans la première partie de leur parcours. D'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite, de ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce que cela peut nous apporter en pratique? Quel est leur sujet de recherche actuel? En quoi cela peut-il améliorer nos compétences? Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Anne-Laure. Bonjour. Bonjour à tous. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Merci de m'inviter. C'est la première fois pour moi, donc c'est un plaisir. Cool, super. Est-ce que tu peux commencer par nous donner ta définition de la performance, s'il te plaît? Alors la performance, ça tombe bien parce que je suis en plein dedans, puisque je suis en pleine préparation avec les athlètes des Jeux Olympiques et je pense que là en ce moment, en fait, pour moi, la performance c'est le Graal de la fluidité. Et c'est un peu comme ça que je vois les choses au quotidien. Mais quand j'observe quelque chose et que je sens que c'est pas fluide, que c'est pas relâché, que ça n'a pas l'air facile d'extérieur, pour moi c'est pas la performance. Donc c'est vraiment avec tous les athlètes avec lesquels je travaille et c'est vraiment cette recherche ultime de fluidité, de relâchement. Et le deuxième pour moi aspect de la performance, c'est sa capacité qu'a l'athlète à réitérer la performance. Pour moi, une performance, c'est quelque chose qu'on a dans la longévité. Tout au long d'une carrière, c'est quelque chose qu'on construit et cette longévité, cette capacité à réitérer la performance, pour moi, c'est aussi un deuxième aspect qui est sur lequel je porte énormément d'attention. Top, super. Est-ce que tu peux te présenter, un peu nous dire d'où tu viens, quelles études tu as fait, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je m'appelle Anne-Laure Morini, j'ai 36 ans. J'ai 2 enfants. Déjà, c'est le premier métier, c'est ça. Et puis, je travaille sur l'INSEP en tant que préparateur physique, effectivement, depuis pas mal d'années, puisque je suis rentrée dans l'institut en 2009. Après avoir fait tout un cursus STAPS, où j'ai eu la chance en fait de faire une licence au Canada, à l'université Laval, au Québec. Et donc, j'ai aussi en parallèle fait une formation dans le milieu de l'athlétisme parce que j'ai moi-même couru. Et puis, j'ai entraîné dans un club pendant pas mal d'années. Et c'est vrai que c'était une vraie éducation aussi et très formateur de travailler dans un club. On n'a pas beaucoup de moyens. Et donc, j'ai appris comme ça le travail. Et donc, je suis devenue d'une petite entraîneur d'athlètes de club, j'ai basculé dans la préparation physique parce que je me suis rendu compte que je pouvais aussi faire de l'entraînement d'athlétisme sur d'autres sports. Et depuis 2009, je travaille sur l'INSEP. J'ai eu quand même un parcours assez varié dans différentes disciplines puisque j'ai commencé d'abord à travailler en tant que préparateur physique pour le tennis de table. Et donc, j'ai travaillé avec eux jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres. Et puis sur l'Olympiade, pour les Jeux de Rio, là j'ai basculé sur la Fédération française d'escrime, donc toujours sur l'INSEP. Et j'ai fait un tout petit passage sur le rugby à 7 avec l'actuel entraîneur Jérôme Darret, où j'ai travaillé avec l'ensemble du staff sur toute la partie prévention blessure et aussi l'éducation athlétique. Et depuis 2014, je suis vraiment à temps plein sur l'INSEP. Et voilà. Et je suis maintenant aussi associée d'une société qui s'appelle Perform for Everyone, qui est managée par Enguerrand Hocher, qui est mon collègue également sur l'INSEP. Et maintenant aussi, je me suis aussi reconvertie dans tout le travail des team building avec les entreprises, tout le côté aussi sport santé avec toutes les personnes qui ont un objectif, soit de perdre du poids, soit de se réathlétiser ou de s'entretenir physiquement.
Et donc, on a tout cet aspect aussi que nous traitons, tout ce côté athlète 360 degrés, tout ce côté-là qu'on a dans la société. Donc, j'ai aussi cette double casquette, INSEP et la société à côté pour le sport santé. Top, top. Et à l'INSEP, quelles sont tes missions du coup maintenant? Donc, tu es passé par plusieurs sports. Et maintenant, sur quoi tu te concentres en ce moment? Donc, mes missions, c'est vraiment d'être préparateur physique. Et donc, je vais avoir des missions de préparateur physique, c'est-à-dire accompagner des staffs, accompagner des athlètes dans la planification et dans tout le contenu de séance et la mise en œuvre aussi des séances sur les sportifs de toutes disciplines confondues. Hein. Ce sont les athlètes qui choisissent avec qui ils veulent travailler. Et donc, on peut se retrouver à travailler avec un archer qui fait du tir à l'arc ou tout simplement un athlète qui fait du sprint. Donc, c'est assez varié. Je vais avoir aussi des missions dans tout le côté prévention blessure parce que bien évidemment, pour moi, la préparation physique et la prévention des blessures sont devenues complètement complémentaires. Et je peux avoir, mais ce qui est de plus en plus rare, c'est-à-dire des missions sur la réathlétisation, où là, je vais prendre en charge des athlètes qui ont subi une blessure et je vais les accompagner jusqu'au retour sur le terrain et le retour sur la compétition. Top, super. Et sur l'aspect réathlétisation, est-ce que c'est l'athlète qui te contacte? Est-ce que c'est la fédé? Et après, comment tu mets ça en place? Quels tests vous faites? Comment vous fonctionnez? Donc le process, en tout cas sur l'INSEP, c'est l'entrée par le médical, et ça c'est pour le coup le médecin qui pilote le projet, qui va déterminer les acteurs qui vont intervenir auprès de l'athlète. Et donc notre service de réathlétisation peut bien évidemment interagir à ce moment-là, s'ils estiment que nos compétences peuvent aider en tout cas l'athlète à revenir au plus haut niveau. Et puis, on peut avoir aussi des contacts par les fédérations, par les entraîneurs directement, qui souhaitent que nous accompagnions leurs athlètes ou leurs collectifs dans le cadre d'une réathlétisation. Et est-ce que du coup, c'est forcément adapté au sport? Et du coup, tes tests de reprise, est-ce qu'ils sont spécifiques aussi au sport? Ou est-ce que vous attendez, on va dire, un niveau minimum sur plein de tests, quel que soit le sport, tu vois, ben voilà, quel que soit le sport, il va passer par du squat et il faut qu'il lève tant X fois son poids de corps, sur des sauts, il faut qu'il fasse tant, etc. Ou est-ce que vraiment vous avez des critères de reprise hyper individualisés pour chaque sport? Il y a forcément des fondamentaux qui sont transversales à tous les sports. Après, non, on a maintenant des outils technologiques qui nous permettent aussi d'analyser et d'avoir des informations pour pouvoir individualiser à chaque sport, mais j'irai même plus loin, à chaque spécificité, parce que bien évidemment, un sprinter et un demi-fondeur, ça sera pas du tout la même démarche. Et on peut même aller dans les différents profils. On travaille par exemple beaucoup avec le rugby et on sait qu'il y a différents profils d'athlètes. Et donc, on va même essayer d'individualiser à différents profils. Donc, on a aujourd'hui, bien évidemment, des référentiels qui nous permettent d'optimiser en tout cas l'analyse des tests et de veiller à ce que l'athlète se rapproche au plus près de son propre référentiel. Pour cela, et c'est pour ça qu'on se bat aussi sur tout le côté prévention blessure, c'est qu'on trouve que c'est hyper important de tester l'athlète quand il n'est pas blessé. C'est-à-dire qu'on a une démarche qui est assez transversale à tout le centre national, à tous les mini INSEP et tous les CREPS sur le territoire. C'est-à-dire que dès que l'athlète rentre dans une structure de haut niveau, pour nous, l'intérêt, c'est d'avoir une cartographie de ce qu'il est, de bien identifier son profil et d'avoir une photo instantanée de lui non blessé. Ce qui fait que quand nous, on le récupère en réathlétisation, je sais au moins que 6 mois avant, quand il est rentré en début d'année, j'ai au moins des données de lui non blessé, ce qui me permet au minimum, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, quand je le rends à l'entraîneur, j'essaye au minimum de le ramener à ce qu'il était quand il est arrivé. Donc ça, c'est des données aussi qui sont hyper importantes pour pouvoir individualiser une réathlétisation. Et du coup, sur cette cartographie, qu'est-ce que vous utilisez? Donc la cartographie, elle est vraiment pour moi à 360 degrés et ça là-dessus, il y a
pour moi toute la partie des tests qui sont physiologiques, on a des tests qui sont biomécaniques, on a des tests qui vont être plus liés à la mobilité, à la souplesse. On a des tests qui nous permettent d'avoir des données sur les puissances des athlètes. Cette notion d'explosivité, si explosivité, il y a besoin dans sa discipline. Et puis on a aussi tout le côté nutritionnel, tout le côté aussi préparateur mental. On a des questionnaires qui sont mis en place par nos psys et nos experts, en tout cas dans la partie mentale. Et donc c'est pour ça que je parle vraiment d'une vision à 360 degrés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut pas prendre en compte une réathlétisation que sur son seul aspect physique ou physiologique. Tous les aspects de la performance sont indispensables et doivent être complémentaires sur le retour au terrain. Et donc, quand tu as cette cartographie de l'athlète, justement à 360 avec plein d'acteurs différents et qui se blessent, comment vous gérez le retour, comment vous communiquez entre vous, tu vois, est-ce que toi par exemple tu vois qu'il reprend bien ses capacités en termes de mobilité, en termes de force, etc. Mais par exemple, comment est-ce que le prépa mental ou la psy te dit ouais mais nous il est pas encore prêt, et comment après vous gérez avec l'entraîneur et l'athlète au milieu? Alors, ce qui est simple, c'est que, mais je vais prendre l'exemple qu'on a, et par exemple avec le rugby à 7, c'est-à-dire que quand on travaille sur une réathlétisation avec un rugby à 7, avec un staff qui est complètement extérieur à l'INSEP, puisque du coup ils sont basés sur Marcoussis, et donc pour vous expliquer, on est vraiment à l'autre bout de Paris l'un de l'autre, et donc il y a une vraie distance géographique entre nous. Déjà on a bien évidemment une communication qui est directe avec soit un présentiel, c'est-à-dire soit le kiné, soit le médecin qui va venir directement nous voir. Et puis on a une communication qui va se faire par exemple un groupe WhatsApp, par mail, et on va essayer au quotidien de se donner des informations. Mais le pilote, c'est l'entraîneur. C'est vraiment l'entraîneur là-dessus qui pilote, avec bien évidemment à certains moments, ça va être peut-être le médecin qui au départ va avoir le premier rôle, mais toujours avec une consultation des autres intervenants et des autres acteurs. Et c'est là où ça fonctionne le mieux. C'est quand vraiment, en fait, on arrive à tous, pas forcément se mettre autour d'une table, mais tous à avoir le même niveau d'information. Et donc, ça, c'est des choses qui fonctionnent bien, en tout cas, par exemple, avec le rugby à 7. En général, l'entraîneur, quand il part en compétition ou quand il est vraiment chargé d'autres missions qui sont un peu plus prioritaires pendant la réathlétisation de l'athlète concerné, dans ce cas-là, c'est plus le médecin et le kiné qui vont être pour moi mes premiers interlocuteurs. Mais je sais que derrière le préparateur physique, que derrière l'entraîneur et tout le staff, tous les entraîneurs adjoints ont également le même niveau d'information. Et donc, on va fonctionner comme ça avec des échanges. Et puis, on a aussi l'athlète en lui-même qui va aussi transmettre aussi de l'information, mais c'est du quotidien. Ça, c'est indispensable. Ouais, donc à chaque fois que tu vois l'athlète, tu fais un petit rapport ou un vocal, comme ça tout le monde a le même info en temps et en heure. Exactement. Là-dessus, on joue pour nous la transparence, avec bien évidemment des informations des fois qui peuvent être confidentielles et que je vais garder et le transmettre uniquement à l'entraîneur ou pas, ou aux acteurs qui sont concernés. Mais il y a bien évidemment un respect de la confidentialité par rapport à l'athlète. Mais en tout cas, on essaie d'être le plus transparent possible, que les objectifs soient le plus clairs possible. Et bien évidemment, en fin de réathlétisation, là derrière, on génère un rapport écrit que tout le monde a, mais on n'attend pas que la fin de la réathlétisation soit faite pour transmettre de l'information. Elles doivent être vraiment quotidiennes dans tous les aspects, nutrition, mentale et physique. Ok, super. Et sur l'aspect prévention, après votre cartographie, est-ce que vous orientez déjà, est-ce que ça sert de photographier un instant T et tu donnes un programme de prévention est-ce que tu fonctionnes par groupe, est-ce que tu fonctionnes de manière individuelle, ou est-ce que tu réorientes, on va dire, et du coup de nouveau tu discutes avec les staffs de la fédération à laquelle appartient l'athlète, tu vois, ou est-ce que tu fais par bloc, on va dire, ben voilà, il y a 4-5 athlètes qui ont un peu les mêmes déficits et qui vont travailler ensemble, tu vois, comment vous faites? Alors, la prévention, c'est vraiment, entre guillemets, un peu à la carte, c'est-à-dire qu'on peut avoir des collectifs qui viennent à la demande des entraîneurs, et donc, dans ce cas-là, on peut avoir des exercices qui peuvent être transversaux à tout le monde, là, bien évidemment, en fonction des disciplines, en fonction
des blessures qui sont assez associées à telle ou telle discipline. Par exemple, je prends une problématique de dos pour des cyclistes. On sait que c'est assez transversal. Il va y avoir peut-être des temps communs. Par contre, j'insiste vraiment là-dessus, ce sont les intentions qui sont individuelles. C'est-à-dire que en fonction des différents profils, en différent des singularités de chacun, peut-être qu'il va y avoir des intentions qui vont être différentes et que peut-être d'extérieur, on a l'impression que l'athlète fait le même exercice, mais peut-être qu'il va pas placer la respiration au même moment. Peut-être qu'il va pas aller chercher les mêmes angulations. Et peut-être que dans sa manière dont moi, je lui ai demandé d'aborder l'exercice, il va pas aborder l'exercice avec la même porte d'entrée que l'autre athlète. Donc, quand c'est des temps collectifs, et ce qui arrive à la demande de certains pôles, là, dans ce cas-là, on va vraiment insister sur les intentions. Après, on peut avoir aussi des séances préventives qui sont vraiment individualisées, où là, les athlètes viennent vraiment seuls. Et donc, on va du coup avoir la même démarche qu'avec un collectif, c'est-à-dire individualiser les intentions, individualiser les exercices, individualiser les angles en fonction des différentes consignes aussi qu'on peut avoir aussi par le paramédical ou autre. Et donc, voilà, c'est vraiment à la carte et j'insiste que peu importe que ça soit en collectif ou en individuel, les démarches ou les portes d'entrée sont forcément différentes. Et ça veut dire que donc, quand tu as ta cartographie, tu prenais l'exemple des pathologies de dos chez des cyclistes, tu as ton athlète cycliste, entre guillemets, qui arrive, tu sais qu'il y a un risque, on va dire, important qui est lié à son activité, qui va avoir des pathologies de dos. Tu vois sur sa cartographie qu'ils sont plusieurs déjà à avoir, on va dire, une sensibilité et des douleurs un peu chroniques. Du coup, tu vas les mettre ensemble et après, sur le même type d'exercice, après tu vas dire, ben voilà, toi tu vas faire comme si, tu vas faire tant de séries, tant de temps de travail, tant de temps de repos. Toi tu vas en faire un peu plus long parce qu'on a vu qu'il y avait ça en plus, etc. C'est ça, tu vas dispatcher et donner des consignes différentes sur le même exo. Oui, on a une première lecture au départ, au-delà de l'analyse de l'activité et de l'analyse éventuellement des pathologies qu'il peut y avoir dans l'activité ou dans la spécificité. Il va y avoir aussi, c'est-à-dire que moi, si j'engage un travail de prévention blessures, j'ai en amont réalisé aussi une batterie de tests qui me permettent d'avoir des informations sur le potentiel d'action, les points forts de l'athlète, de savoir comment il fonctionne sur le plan moteur, quel est son pattern, comment il s'organise d'un point de vue moteur, etc. Donc tout ça, moi, c'est des choses que j'ai analysées en amont. Et à partir de là, ça me permet derrière d'identifier, de choisir et d'optimiser du coup les exercices que je fais faire à l'athlète. Donc il y a une double lecture, c'est-à-dire que je ne peux pas faire un exercice parce que dans la discipline du cyclisme, on sait qu'il y a des problématiques de dos. Il y a aussi la lecture du profil de l'athlète et donc cette double entrée me permet vraiment d'optimiser, de choisir en tout cas pour moi les exercices qui me permettront de peut-être du coup d'être plus performant, c'est-à-dire d'être plus fluide, d'être plus relâché, d'être mieux organisé d'un point de vue moteur et d'être mieux équipé dans sa spécificité au quotidien. Et est-ce que ça vous arrive d'avoir des athlètes, quand tu dis le mot prévention et le mot il va falloir faire ça, entre guillemets, pas qu'ils se braquent, mais qu'ils se disent oh ça va prévention, je suis pas trop blessé, ça va passer, je vais faire juste de l'entraînement. Et si tu as ces athlètes-là, comment tu leur expliques l'intérêt et l'importance de le faire? Si tu vois que de suite, dès que ils voient le mot prévention, ils s'imaginent passer 30 minutes à faire des trucs dont ils voient pas l'intérêt au début. Tu vois, comment tu les sensibilises, comment tu leur expliques l'importance que ça a? Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, nous, on s'est organisé de manière à ce que les athlètes viennent aussi nous solliciter. C'est-à-dire que quand l'athlète ou quand le staff, l'entraîneur vient nous solliciter, c'est qu'il y a une démarche. Donc déjà, d'avoir une démarche, Ça il y a facilite, forcément quelque chose qui fait que quelqu'un comprend, est investi et va forcément faciliter l'engagement. Si derrière, l'entraîneur a une démarche, mais que l'athlète n'a pas forcément envie et qu'il suit le collectif, moi, c'est clair. L'athlète, je l'oblige pas et je lui dis de prendre ses affaires et de repartir. Je ne suis pas là pour perdre mon temps à faire ça. C'est-à-dire que si l'athlète ne comprend pas que ça a un intérêt pour lui, peut-être qu'il lui faut du temps, peut-être qu'il va falloir qu'il comprenne, soit parce que ses copains font un exercice et qu'il voit qu'il évolue, mais je vais pas perdre mon temps aujourd'hui à gérer cela. Maintenant, nous aujourd'hui, on fonctionne beaucoup aussi sous le forme de transmission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'être sollicité par des athlètes qui sont aujourd'hui, on gère vraiment beaucoup d'athlètes qui sont potentiels médailles ou qui sont d'anciens médaillés olympiques, et donc on est vraiment sur
sur l'élite. Et donc aujourd'hui, il y a une forme de transmission, c'est-à-dire que quand on a un athlète de très haut niveau, médaillé olympique, qui vient ici, il y a un exemple, il y a une exemplarité qui s'est créée. Et en fait, en général, les jeunes, quand ils observent et quand ils voient que l'athlète qui est médaillé olympique et investi dans ce qu'il met en place, qui travaille avec énormément de rigueur, bah forcément, en général, les athlètes qui sont ici prennent le pli et suivent aussi ce genre d'athlète qui du coup est dans la transmission et vraiment dans l'exemplarité. Mais si jamais ça devrait arriver, si un athlète n'était absolument pas dans la compréhension de ce qu'il mettrait en place, bah, déjà, moi, je mettrais déjà tout de suite énormément de communication avec lui, énormément d'échanges. Et par les tests que nous faisons, lui faire comprendre que par des tests, on arrive à comprendre quels sont ses points forts et de lui dire et de lui expliquer d'un point de vue biomécanique ou d'un point de vue physiologique, lui expliquer juste que s'il augmente, par exemple, peut-être son élasticité musculaire en faisant tel ou tel et tel exercice, peut-être qu'il arriverait à être beaucoup plus puissant dans ce qu'il met en place, à mieux recruter ses forces. Et donc après, derrière, c'est tout simplement en se mettant à sa place, en comprenant ce qui peut freiner et surtout en lui expliquant que d'un point de vue performance, on n'est pas là pour prévenir que de la blessure. On est là aussi pour, comme on parlait de performance, on a parlé de ça en introduction, c'est-à-dire qu'est-ce qui va me rendre plus performant? Il y a bien évidemment éviter la blessure, mais surtout, il y a des mécanismes derrière qui peuvent nous permettre d'être plus performants. Donc, travailler sur de la prévention de blessure, c'est aussi être en capacité de réitérer ses performances dans le temps, d'éviter de se blesser et de louper des entraînements spécifiques qui vont faire qu'on va forcément peut-être stagner à un moment donné comparé à nos copains qui vont avancer parce qu'ils auront forcément plus d'heures d'entraînement. Et donc, il y a plein de points d'accroche avec lesquels nous, on peut discuter et échanger avec l'athlète. Mais s'il comprend qu'on est là pour identifier ses points forts et de renforcer ses points forts, en général, on n'a pas de réticence. Donc, je pense qu'il faut prendre ce point de vue-là. Et je reviens sur la réathlée et le lien avec la prévention. Quand un athlète en réathlée, est-ce que, entre guillemets, en fin de réathlée, quand il va vraiment super bien, tu remets, entre guillemets, un bloc de prévention parce que tu avais cartographié et du coup, alors ça peut être de la prévention secondaire ou même de la prévention même générale, qui a plus rien à voir avec sa blessure, mais tu le remets dans un contexte de performance, mais de construire ta performance via la prévention. Totalement. Dans une phase de réathlétisation, de toute façon, au bout d'un moment, il faut juste faire comprendre à l'athlète qu'il n'est plus blessé. Et donc, c'est pour ça que on parle même plus de réathlétisation, on parle plus de la blessure. Je ne lui demande même plus s'il a mal. À un moment donné, on est obligé stratégiquement de le faire. Et c'est à moi, avec mes outils d'observation ou tout simplement mon œil et mon expertise, d'identifier, bah là, ok, là, il y a encore une petite boiterie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'identifier quelle est la problématique. Est-ce qu'elle est d'ordre psychologique parce qu'il y a de l'exappréhension? Est-ce que c'est moteur? Est-ce qu'il y a des inhibitions motrices qui sont encore présentes, etc. Donc après, c'est à moi d'identifier les facteurs. Mais par contre, à un moment donné, sur une fin de réhabilitation, je ne parle plus de blessure. Quand le médecin m'a donné tous les feux verts, quand derrière tous les tests permettent de montrer que l'athlète n'est plus blessé, on ne parle plus de blessure parce que sinon, on ramène l'athlète sur quelque chose pour moi de négatif qui n'est pas forcément idéal, en tout cas dans une fin de réathlétisation. Et donc là-dessus, bien évidemment, on va lui redonner des bonnes habitudes et repartir sur des exercices peut-être qu'il faisait avant pour aussi lui puisse se comparer, qu'il puisse aussi se dire en fait je fais comme avant et j'ai pas mal. Donc on a aussi différentes manières stratégiques de faire comprendre à l'athlète qu'il n'est plus blessé. Et ce qui est important aussi à faire comprendre à l'athlète, c'est que quand il sort de réathlétisation, c'est quelqu'un de différent, qui a construit de nouveaux repères et qu'il faut apprendre à en reconstruire des nouveaux. Parce que il a peut-être augmenté sa force, par exemple, sur une problématique du genou. Peut-être qu'il a augmenté sa force, il a augmenté peut-être ce ratio chaîne post, chaîne antérieure. Et peut-être qu'en fait, on se rend compte qu'il a renforcé des choses qu'il n'a pas pris le temps de faire en amont. Et des fois, physiquement, on a des athlètes qui sont beaucoup plus forts quand ils reviennent de réathlétisation que quand ils ne l'ont pas vécu. Et donc, forcément, les repères, les patterns moteurs ont forcément évolué. Et donc, il faut réapprendre à l'athlète à comprendre que maintenant, il est un peu un nouvel homme ou une nouvelle femme et que c'est une nouvelle personne. En tout cas, c'est un nouvel athlète avec des nouveaux outils et qu'il faut qu'il arrive à se réapproprier ces nouveaux outils.
Top. Alors, justement, avec ta société Perform for Everyone, tu nous as un tout petit peu parlé en introduction. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous est venue l'idée et quel est votre qu'est-ce que vous aimez faire entre travailler avec les athlètes et travailler avec d'autres personnes? Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec des athlètes et de travailler après avec des gens extérieurs? Alors effectivement, sur la société Perform for Everyone, c'était de se dire, tout ce qu'on met en place dans le haut niveau, pourquoi toutes les personnes, entre guillemets, qui ne sont pas dans le haut niveau, mais qui peuvent avoir des objectifs, qui soient soit de compétitifs ou juste personnels, pourquoi ils n'auraient pas accès aussi à cette expertise-là, et je répète, cette expertise à 360 degrés. Et donc, c'est pour ça que Enguerrand, qui a monté cette société, a vraiment veillé à ce que dans notre société, on ait un nutritionniste, un ostéopathe, un préparateur mental, des préparateurs physiques pour pouvoir proposer à n'importe qui une prestation à 360 degrés comme on peut avoir dans le haut niveau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose là-dessus. On a un deuxième aspect qui est aussi tout le côté performance en entreprise. Et là-dessus, on fonctionne beaucoup avec du travail de cohésion d'équipe, de team building, et ça, on le fait beaucoup. On l'a fait récemment avec Accor, on l'a fait aussi récemment avec le groupe Orange. Et ça, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on met en place au quotidien avec les sportifs de haut niveau, il y a une vraie transversalité dans cette rentabilité qui est recherchée dans l'entreprise. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on se rend compte qu'il y a, voilà, on est dans la transversalité, on se rend compte qu'il y a de l'échange et qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes. Et la recherche de performance, elle est au final transversale autant dans le milieu de l'entreprise, autant dans le sport santé, aussi dans le sport de haut niveau. Donc c'est cette transmission qui nous a animés et qui a animé du coup Enguerrand à mettre en place tout ça. Et donc on propose tous ces services avec cette société-là. Ce qui est intéressant aussi, moi qui travaille depuis des années dans le sport de haut niveau, je prends des fois presque plus de plaisir à travailler avec des personnes dans le sport santé parce que bien évidemment on crée beaucoup plus d'échanges aussi avec ce genre de personnes-là. On travaille c'est un accompagnement qui est complètement différent, qui est à la fois transversal mais différent. Et c'est vrai que quand des fois on monte en place des sociétés, on essaye vraiment toujours d'aller dans le haut niveau. Nous, c'est un peu le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on prend énormément de plaisir, voire des fois plus, à accompagner quelqu'un qui part de rien et qui, avec l'accompagnement qu'on va lui mettre en place et puis son investissement, des fois on a des personnes qui sont beaucoup plus engagées et beaucoup plus investies parce qu'il y a une autonomie et parce qu'il y a moins de moyens. On prend autant de satisfaction à avoir un athlète qui est champion olympique aussi, mais qu'un athlète, peut-être qu'une personne qui a peut-être perdu 5 kilos parce que son objectif c'était ça, ou juste d'avoir fait un marathon parce que son objectif c'était de faire un marathon. Donc c'est vrai que pour moi, je mets vraiment au même stade la satisfaction, en tout cas le degré de satisfaction d'accompagner quelqu'un qui va aller aux Jeux Olympiques et qui va ramener une médaille olympique. Et une personne qui va être dans le sport santé, parce qu'en fait, ce qui nous anime, c'est le chemin. Ce qui nous anime, c'est cette humanité. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place dans cette boîte-là, c'est-à-dire tout est lié sur cette humanité, sur ces échanges, et ne jamais juger quelqu'un, en fait, de toujours lui donner la meilleure version de lui-même. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà organisé des rencontres justement entre certains athlètes? Tu sais, tout à l'heure, tu nous parlais d'exemplarité entre des athlètes un peu seniors et puis des jeunes qui poussaient. Et est-ce que vous avez déjà fait des rencontres entre un athlète de haut niveau et justement qui transmettent aussi et puis ça va dans les deux sens. Je pense tu disais qu'il y en avait certains qui étaient encore plus motivés que certains athlètes. Est-ce que vous avez organisé ça et comment c'était? On n'a jamais organisé ça parce qu'effectivement notre boîte est toute neuve. Et puis c'est vrai que là on est dans un contexte, on est vraiment dans une préparation olympique, donc on est vraiment dans un rythme effréné, mais par contre c'est une excellente idée, parce que ça, c'est forcément cette transmission, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Alors ça s'est déjà fait de manière informelle, mais de manière vraiment sur une séance ou structurée. C'est pas quelque chose qu'on a mis en place, mais par contre qu'on pourrait faire. Ça, c'est sûr, ce serait intéressant de le faire. Et en tout cas, par des échanges indirects, en tout cas, il y a déjà quelque chose qui se passe. Donc, à nous de le faire et de le transmettre comme ça. Et du coup, on pensera à toi si on le met en place. Avec plaisir. Super. Et
as participé à l'écriture d'un livre avec Christophe Keller sur la prophylaxie en sport de haut niveau. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse, pareil, de ce livre-là et qu'est-ce qui contient ce livre? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Alors la genèse, déjà, la prophylaxie, c'est le mot d'un ami que j'aime profondément qui s'appelle Frédéric Aubert, Fred pour les intimes, et donc déjà la prophylaxie je lui dois à lui, ce mot-là je lui dois à lui, et donc après la prophylaxie dans le sport de haut niveau, c'était presque en fait quand on a écrit le livre avec Christophe Keller, qui est du coup mon équivalent sur le Krebs d'Antibes, nous avons en fait on s'est mis à la place de l'entraîneur qu'on était nous par exemple en club, que lui a été aussi parce que lui il est issu du foot américain, et on s'est mis à la place de cet entraîneur qui en fait n'a pas de moyens, qui des fois est un peu dépassé par tout ce qui se passe, mais qui doit quand même amener des athlètes le plus performant possible, alors que ce soit dans le milieu compétitif ou dans le sport de haut niveau, peu importe, et de donner des outils concrets, de donner des exercices types pour pouvoir limiter au maximum ce fameux risque de blessure. Parce que de toute façon, quand on a monté en place le centre de réathlétisation à l'INSEP, la première chose que j'ai dit lors de mon entretien d'embauche, c'est on est dans la stratégie bien évidemment curative, mais on doit absolument avoir une démarche préventive, comme la culture asiatique nous le montre, c'est-à-dire que au Japon, on va, ou en Chine, on va d'abord chez le médecin avant d'être malade dans une démarche préventive. Donc, c'était aussi d'avoir cette culture, d'acculturer en tout cas l'institut à ça, et d'acculturer tous les professionnels de santé, tous les professionnels dans le sport de haut niveau, dans le sport de manière générale, justement sur, on peut limiter des choses. On peut en tout cas être dans la prévention, et c'est important de le mettre en place. Et pour ça, le livre est beaucoup basé sur l'observation, sur faire comprendre qu'un entraîneur, c'est un observateur qui a un œil de maquignon, et qu'il n'a pas besoin d'avoir des outils technologiques comme on peut avoir nous aujourd'hui sur l'INSEP, mais que je n'ai pas sur ma société, par exemple. Et que quand je profile une personne, quand elle vient de me voir et qu'elle me dit, écoutez, j'ai commencé à avoir mal là, et tout de suite, en fait, on développe un œil, on développe une capacité d'analyse qui va nous permettre après derrière d'identifier des axes précis, et en tout cas des axes que nous on aura choisis, qui nous semblent pour nous être les meilleurs et le plus adaptés à la personne qui est en face de nous. Donc ce livre est vraiment un outil de terrain, qui nous, en tout cas, qui nous permettent d'accompagner au mieux les personnes qui sont un peu seules, qui n'ont pas forcément de matériel, et en tout cas leur donner que nous, la démarche que nous avons ici dans le haut niveau, finalement, elle est transversale à celle qu'on peut avoir en club ou dans le sport associatif ou dans le sport loisir. Voilà. Top, super. Et alors on a parlé des différentes casquettes. Alors tu as commencé en parlant de maman, après on a parlé de l'INSEP et de Perform for Everyone. Et sur une semaine un peu type, alors on sait que là c'est la période un peu, c'est le coup de feu, mais sur une semaine type, comment tu jongles entre ça et comment tu organises un peu? Alors la semaine, j'ai des semaines à mon avis de 1000 heures par semaine, parce que je les vois pas passer, mais bien évidemment, moi je suis à temps plein sur l'INSEP, donc j'ai vraiment mon temps plein ici, et tout s'organise après autour de ce que je fais sur l'INSEP, bien évidemment. Le rôle de maman, c'est du 24/24, mais dans le sens où moi j'ai la chance aussi d'avoir un conjoint qui m'accompagne aussi là-dedans, et d'avoir aussi une famille qui comprend ce métier, qui comprend le rythme effréné que nous pouvons avoir. Donc là-dessus, je suis extrêmement bien accompagnée sur le plan personnel. Et puis sur mes activités avec la société, je fais ça le soir, je fais ça le week-end. Je fais ça en plus, et pareil là-dessus, si je n'avais pas mon conjoint et si j'avais pas des enfants compréhensibles, bien évidemment, ça ne marcherait pas. Mais voilà, ma priorité, c'est vraiment mes missions sur l'INSEP et puis tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc on organise comme ça. J'ai des journées de je sais pas combien d'heures par jour, mais c'est la passion qui m'anime. C'est cette, je m'anime par cette transmission-là, par ce partage, et c'est ce qui fait que ça. Et j'ai la chance aussi d'avoir un métier où j'ai mes enfants qui sont très régulièrement entre guillemets à mes pieds, et bon, j'ai des enfants en bas âge, donc
Donc là-dessus, bah, quand on part en compétition, bah, ils viennent avec moi. Quand j'ai la chance aussi d'avoir une hiérarchie qui est dans la compréhension, et donc ça a fait réfléchir dans l'entreprise, dans le milieu de l'entreprise, mais j'ai une hiérarchie aussi aujourd'hui. Mes responsables hiérarchiques comprennent que quand j'ai des difficultés de garde, bah, j'ai mes enfants avec moi sur l'INSEP. Pour eux, c'est Disneyland, hein, C'est mais génial. j'ai aussi des supérieurs hiérarchiques qui le comprennent et qui ne sont pas du tout limitants là-dessus. Donc, bien évidemment, je n'ai pas ce poids à gérer comme peuvent avoir peut-être des personnes dans l'entreprise. Donc, il y a ça qui me facilite énormément. Et puis, je fais en sorte de m'organiser et de beaucoup le faire en famille, de beaucoup partager. Il y a pas longtemps, on était au championnat de France pour les championnats de France d'athlétisme. À Angers parce qu'on avait des athlètes qui couraient et ben j'y suis allée en famille, je me suis organisée. Donc voilà, j'arrive à associer ça et à intégrer énormément ma famille dans mes missions professionnelles. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir notre studio de notre société qui est au fond de mon jardin. Donc on a notre salle de sport où on travaille du coup là-bas, mais qui est du coup au fond de mon jardin. Donc j'ai aussi d'un point de vue géographique recentré les choses. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Mais quand on s'organise, bah les choses sont beaucoup plus fluides. Voilà. Top. Et alors, est-ce que tu as justement des mentors ou des gens qui t'ont inspiré, qui t'inspirent? On a parlé de Fred Aubert. Je sais que voilà, il y a un lien particulier entre vous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec Fred et est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Bah écoutez, Fred, moi c'est simple, c'est bah, quand je suis arrivée sur l'INSEP, bah, j'étais entraîneur d'athlètes et c'est un des premiers qui m'a donné des cours concrets hein, sur la préparation physique. Et effectivement, bah, j'ai tout de suite. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait des personnes en commun parce que mon entraîneur d'athlétisme était lui ce qu'il appelait son fils spirituel. Alors donc déjà, on s'est tout de suite. Je lui ai dit, mais du coup, tu es mon grand-père spirituel. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est tout de suite. Il y a eu forcément une accroche à ce moment-là. Et puis après, je pense que ce qui nous a rejoint bah, c'est peut-être les valeurs humaines qui nous ont aussi peut-être connectés rapidement. Et puis moi, c'est quelqu'un que au départ j'admirais énormément. Et puis je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était tellement simple, qui dans le partage, dans la transmission. Et puis c'est quelqu'un qui m'a donné l'exemple aussi de bah, justement de ses qualités humaines. C'est quelque chose où je me suis toujours dit bah j'espère que dans 20 ans, quand j'aurai peut-être construit en tout cas une carrière comme lui il l'a construit, bah, j'espère que je garderai ces valeurs-là et je me suis toujours attelée à cela. Et donc il y a des gens comme Fred du coup qui m'ont vraiment donné cette exemplarité sur cela. Et puis après, ben on s'est liés d'amitié et on a travaillé ensemble. On a eu des projets communs ensemble. On s'est suivi aussi pendant plusieurs années aussi sur l'INSEP. Et c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui en tout cas, j'ai un profond respect de par la personne qu'il est et autant par ses compétences qu'il a développées. Donc, c'est vraiment, en tout cas, une personne que j'aime énormément, qui fait vraiment partie de mes mentors, comme tu as pu le parler. Et j'ai une deuxième personne aussi, et qui est d'ailleurs connectée avec Fred, bah, c'est Raymond Veillette, qui est le préparateur physique que j'ai eu moi quand j'étais athlète au Canada. Quand je suis arrivée désarmée, arrivée du jour au lendemain au Canada, bah, c'est une personne que j'ai découvert et qui partage les mêmes valeurs que Fred aussi et qui était extrêmement compétent et qui m'a pour moi lui donné l'envie vraiment de devenir préparateur physique parce que je ne connaissais pas en France, c'était absolument pas culturel et je me suis rendu compte que c'était un vrai statut, que c'était un vrai job et donc je l'ai rencontré en 2008 et en 2008 bah voilà j'ai découvert que ce métier-là on pouvait en vivre et du coup bah, c'est à ce moment-là où je me suis dit bah je veux devenir comme lui. Moi aussi, je veux être préparateur physique et moi aussi, je veux travailler dans le haut niveau comme il le fait. Et donc, Raymond Veillette fait vraiment partie pour moi des personnes. Bah, déjà, j'ai eu la chance de l'avoir en tant que préparateur physique, donc pour moi, c'est une vraie chance. Et c'est quelqu'un, en tout cas, qui m'a vraiment aussi donné beaucoup d'exemplarité sur les valeurs et sur les compétences qu'il a développées. Voilà. Donc, pour moi, je vais citer ces deux personnes-là. Top, super. Est-ce qu'il y a des livres que tu relis? Alors ça peut être sur la performance, sur le sport ou rien à voir. C'est complètement hors sport, mais enfin hors sport. Non, c'est assez transversal. Mais quand je suis arrivée ici sur l'INSEP et que j'ai été formée,
il y a une personne qui s'appelle Philippe Florence, qui m'a formée sur ce qu'on appelle la complexité du sport de haut niveau et qui m'a ouvert énormément l'esprit. Moi, j'arrivais avec une culture très fédée, le sport c'est ça, et je n'avais qu'une vision physique en fait et physiologique du sport. Et je me suis rendu compte que c'était tout un ensemble qui était hyper complexe et il m'a énormément enlevé les œillères que j'avais. Et donc, il y a tous les écrits que Philippe Florence a fait sur la complexité du sport de haut niveau, sur cette justement complémentarité, cette vision 360 degrés. Et c'est vrai que du coup, il y a un livre qui est assez intéressant. C'est Edgar Morin et c'est justement la complexité humaine. Et donc, par les travaux de Philippe Florence, j'ai découvert Edgar Morin. Et donc, pour moi, Edgar Morin et la complexité humaine, c'est un des premiers livres que j'ai lu quand je suis arrivée sur l'INSEP. Et un des premiers livres, en fait, qui m'a permis de comprendre qu'on fonctionnait dans un tout hyper complexe et que pour atteindre la performance, il fallait une connexion avec tous ces milieux-là. Et c'est vrai que du coup, c'est pour moi un livre, un de mes premiers livres, en tout cas dans le sport de haut niveau, qui m'a vraiment aidé et qui me permet, je pense aujourd'hui, de fonctionner justement dans un milieu hyper complexe. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi aidé à optimiser l'accompagnement que je peux avoir avec les athlètes au quotidien et également l'accompagnement qu'on peut avoir avec les entreprises et avec les personnes dans le sport santé, dans la société Perform for Everyone. Voilà. Top. Et Anne-Laure, si on a des questions, où c'est qu'on peut te joindre? Est-ce que il y a un réseau social que tu utilises plus ou comment on fait? Effectivement, le réseau social sur Instagram qui est assez alors je suis également sur TikTok, mais c'est vrai que sur Instagram c'est vraiment le plus simple. Donc c'est Anne-Laure Morini, Morigny, coach. Donc si vous tapez déjà Anne-Laure Morini, vous me trouverez. Et puis vous pouvez aussi suivre toute notre actualité Perform for Everyone sur Instagram. Et là on a aussi des choses qui sont assez intéressantes parce que déjà, on publie un peu tout ce qu'on met en place, mais on essaye aussi de donner des informations sur des différents exercices. On essaye de donner des tips, des petits outils aussi concrets que tout le monde peut s'approprier sur le terrain. Donc voilà. Super. Et alors les deux dernières questions pour finir. Comment tu construis ton haut niveau et si tu as un conseil à donner justement sur des sportifs ou sur des gens qui travaillent en entreprise, etc., qu'est-ce que ce serait pour construire leur propre haut niveau? Le propre haut niveau, déjà, ça part de se connaître soi-même. Et en fait, on se rend compte que quand on manage, on essaie de tout donner à la personne qu'on a en face de nous, mais pour moi, le très haut niveau, c'est déjà d'abord quand on cherche à manager, c'est à se comprendre soi-même et à avoir fait cette introspection que j'ai dû faire. Je pense que je me découvre au quotidien, mais maintenant je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne et je veille à ne pas plaquer mon modèle à moi, mon fonctionnement à moi aux autres. Ça, c'est hyper important. Dans l'entraînement, c'est important. Dans le management, dans l'entreprise, dans le management de manière générale, c'est important. Et c'est vrai que c'est hyper important de travailler là-dessus. Et je pense que le haut niveau, justement, c'est de ne surtout pas reproduire des schémas qu'on a pu avoir, de pas de les recalquer, mais de vraiment se remettre en question au quotidien, de prendre énormément de distance sur tout ce qu'on vit pour justement accompagner au mieux la personne qu'on accompagne, que ce soit un athlète ou que ce soit une personne n'importe quoi dans l'entreprise ou dans n'importe quel contexte. Voilà. Top. Anne-Laure, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci en tout cas pour les questions, pour la qualité des questions. Parce que comme c'était clair, du coup, j'ai pu répondre peut-être avec plus de précision. Donc, merci du coup à toi pour l'invitation et c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et avec toute la communauté qui te suit. Top. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Salut. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous. Débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.